Bienvenue dans cette séance ASMR soft spoken. Je vais essayer de pas parler trop fort. Je vais faire une vidéo qui, j'espère, sera la plus calme possible et posée. Et voilà. En fait, je vais faire en sorte que tu puisses écouter cette vidéo le soir sans avoir mal aux oreilles. Je vais te lire dans cette vidéo la suite d'un livre que j'ai commencé qui s'appelle Homo Deus, qui est la suite d'un livre qui s'appelle Sapiens, qui a eu un très grand succès. C'est un point de vue assez intéressant d'un homme qui s'appelle Yuval Noah Harari, je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais voilà. J'espère que ça te plaira. J'espère que je vais réussir à t'endormir. Peut-être que si t'aimes bien les vidéos soft spoken, cette vidéo est faite pour toi. Voilà. Donc je vais lire ce qu'il me reste à faire. Ce livre est très intéressant. C'est vraiment un point de vue intéressant. Donc, et si jamais tu veux, parce que je fais quand même un peu de pub aussi, parce que j'avais vraiment bien aimé Sapiens, c'est-à-dire le premier tome. Et si jamais tu veux savoir la suite du livre, je t'ai mis un lien affilié Amazon dans la description pour que tu puisses l'acheter. Donc voilà, commençons. Briser la loi de la jungle. La troisième bonne nouvelle est que les guerres aussi disparaissent. Tout au long de l'histoire, la plupart des hommes ont pris la guerre pour un fait acquis, et la paix pour un état temporaire et précaire. Les relations internationales étaient gouvernées par la loi de la jungle, suivant laquelle la guerre restait toujours une option, même si deux entités politiques vivaient en paix. Par exemple, si l'Allemagne et la France étaient en paix en 1913, tout le monde savait qu'on pouvait se sauter à la gorge en 1914. Quand les responsables politiques, les généraux, les hommes d'affaires et les citoyens ordinaires faisaient des projets d'avenir, ils laissaient toujours une place à la guerre. De l'âge de pierre à l'âge de la machine à vapeur, et de l'Arctique au Sahara, chaque homme savait qu'à tout moment, les voisins pouvaient envahir son territoire, vaincre son armée, massacrer les siens et occuper ses terres. Cette loi de la jungle a fini par être brisée, sinon abrogée dans la seconde moitié du XXe siècle. Dans la plupart des régions, la guerre s'est faite plus rare que jamais, alors que dans les anciennes sociétés agricoles, la violence humaine était la cause d'environ 15% des décès au XXe siècle. Au XXe siècle, 5% des morts seulement ont été imputables à la violence. Au début du XXIe siècle, celle-ci n'est responsable que d'1% environ la mortalité mondiale, que d'1% environ de la mortalité mondiale. En 2012, autour des 56 millions de personnes sont mortes à travers le monde. 620 000 ont été victimes de la violence humaine.
La guerre en a tué 120 000. Le crime, 500 000. En revanche, on a dénombré 800 000 suicides, tandis que 1,5 million des gens mouraient de diabète. Le sucre est devenu plus dangereux que la poudre à canon. Qui plus est, la guerre est devenue purement et simplement inconcevable pour une partie croissante de l'humanité. Pour la première fois de l'histoire, quand les États, les entreprises et les individus envisagent l'avenir immédiat, beaucoup ne pensent plus à la guerre comme à un événement probable. Les armées nucléaires ont transformé la guerre entre surpuissances en un acte fou de suicide collectif qui force les nations les plus puissantes à trouver d'autres moyens pacifiques de résoudre les conflits. Dans les mêmes temps, l'économie mondiale ne se fonde plus sur les matières premières, mais sur le savoir. Auparavant, les principales sources de richesse étaient les actifs matériels, comme les mines d'or, les champs de blé et les puits de pétrole. De nos jours, le savoir est la principale source de richesse. Et si on peut conquérir des champs de pétrole par des armes, on ne saurait acquérir le savoir ainsi. La connaissance étant devenue la ressource économique la plus importante, la rentabilité de la guerre a décliné et les guerres ne sont de plus en plus cantonnées aux parties du monde. Comme le Moyen-Orient et l'Afrique centrale, qui reposent encore sur des économies à l'ancienne à base matérielle, point. En 1998, il a été censé, de la part du Rwanda, de saisir et de piler les riches mines de coltan du Congo voisin, parce que ce minerai était très demandé par la fabrication de téléphones mobiles et d'ordinateurs portables. Et le Congo possédait 80% des réserves du monde. Le coltan pilé a rapporté chaque année au Rwanda 240 millions de dollars. Pour un pays pauvre, c'était beaucoup d'argent. En revanche, que la Chine envahisse la Californie pour s'emparer de la Silicon Valley n'aurait aucun sens. Car même s'il est envisageable que les Chinois l'emportent sur le champ de bataille, il n'existe pas de mine de silicium à piler. En fait, les Chinois ont gagné des milliards de dollars en coopérant avec les géants high-tech comme Apple et Microsoft, en achetant leurs logiciels et en fabriquant leurs produits. Ce que le Rwanda a gagné en une année de pillage du coltan congolais, les Chinois gagnent en une seule journée de commerce pacifique. En conséquence, le mot paix a pris un sens nouveau. Les générations antérieures envisageaient la paix comme l'absence temporaire de guerre. Aujourd'hui, la paix est l'invraisemblance de la guerre. En 1913, quand les gens parlaient de paix entre la France et l'Allemagne, ils voulaient dire pour l'instant il n'y a pas de guerre entre les deux pays, mais qui sait ce que l'année prochaine nous réserve.
Où est-ce que j'en suis? Oui. Quand nous disons aujourd'hui que la paix règne entre la France et l'Allemagne, nous voulons dire que, pour autant que l'on puisse prévoir, il est inconcevable qu'une guerre puisse éclater entre elles. Cette paix règne non seulement entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre la plupart des pays, mais pas tous. Aucun scénario ne permet d'envisager sérieusement qu'une guerre éclate l'an prochain entre l'Allemagne et la Pologne, l'Indonésie et les Philippines, ou le Brésil et l'Uruguay. Cette nouvelle paix n'est pas un pur délire hippie. Les gouvernements assoiffés de pouvoir et les entreprises cupides comptent aussi sur elle. Quand Mercedes prépare sa stratégie de vente en Europe orientale, elle exclut la possibilité que l'Allemagne conquiert la Pologne. Une société qui importe des travailleurs philippins bon marché ne craint pas que l'Indonésie envahisse les Philippines l'année d'après. Lorsque le gouvernement brésilien se réunit pour débattre du budget de l'année suivante, il est inimaginable que le ministre de Défense se lève de son piège et tape du poing sur la table en criant « Minute ». Et s'il nous vient l'envie d'envahir et de conquérir l'Uruguay? Vous n'avez pas pris cela en compte. Il nous faut mettre de côté 5 milliards de dollars pour financer cette opération. Bien entendu, il est quelques pays où les ministres de la Défense tiennent encore ce langage. Et il subsiste des régions de la nouvelle paix n'a pas pris racine. Ah, dis donc, ma voix part en couille. Bon, continuons. J'en parle en connaissance de cause, puisque je vis dans une région de ces régions. Mais ce sont des exceptions. Rien ne garantit, bien entendu, que la nouvelle paix règne indéfiniment. De même que ce sont des armes nucléaires qui ont rendu la nouvelle paix possible. De futurs progrès techniques pourraient préparer le terrain à de nouvelles espèces de guerres. La cyberguerre, en revanche, en particulier, peut déstabiliser le monde en donnant même à des petits pays ou à des acteurs non étatiques la capacité de combattre efficacement les superpuissances. Voilà, dis donc, je commence à être fatigué, moi. En 2003, quand les États-Unis ont lancé la guerre d'Irak, ils ont semé le chaos à Bagdad et à Mossoul. Mais pas une seule bombe n'a été larguée à Los Angeles ou à Chicago. À l'avenir, un pays tel que la Corée du Nord ou l'Iran pourrait utiliser les bombes j'arrive pas à lire ce nom. Ou l'Iran pourrait utiliser des bombes logiques pour couper l'électricité en Californie, faire sauter les raffineries au Texas et provoquer des accidents de train dans le Michigan. Les bombes logiques sont des codes malveillants implantés dans un logiciel en temps de paix et actionnés à distance. Il est très probable que les réseaux contrôlant les infrastructures virales des États-Unis et de beaucoup d'autres pays soient déjà truffés de codes de ce genre. Il ne faut toutefois pas confondre capacité et motivation. Si la cyberguerre introduit de nouveaux moyens de destruction, elle n'ajoute pas forcément de nouvelles incitations à s'en servir. Au cours des 70 dernières années, l'humanité a brisé non seulement la loi de la jungle, mais aussi la loi de Tchekhov, un fusil qui apparaît au premier acte d'une pièce observa Anton Tchekhov. D'une formule mémorable, servira immanquablement
dans le troisième. Tout au long de l'histoire, les rois et les empereurs qui acquièrent une arme nouvelle étaient tôt ou tard tentés de s'en servir. Depuis 1945, cependant, l'humanité a appris à résister à cette tentation. L'arme apparue au cours du premier acte de la guerre froide n'a jamais été employée. Nous nous sommes désormais habitués à vivre dans un monde plein de bombes qui n'ont pas été larguées et des missiles qui n'ont pas été lancés. Et nous sommes devenus experts dans l'art de briser la loi de la jungle et la loi de Tchekhov. Si ces lois nous rattrapent un jour, ce sera notre faute plutôt que notre inéluctable destinée. Qu'en est-il alors du terrorisme ? Si les gouvernements centraux et les États-Unis et les États les plus puissants ont appris la retenue, les terroristes n'auraient sans doute pas autant de scrupules à employer de nouvelles armes destructrices. C'est assurément une possibilité inquiétante. Le terrorisme est toutefois une stratégie de faiblesse adoptée par ceux qui n'ont pas accès à la réalité du pouvoir. Par le passé, tout au moins, le terrorisme opérait en semant la peur plutôt qu'en causant des dommages matériels significatifs. Les terroristes n'ont généralement pas la force de vaincre une armée, d'occuper un pays ou de détruire des villes entières. En 2010, l'obésité et les maladies qui lui sont liées ont tué autour de 3 millions de personnes. Les terroristes ont fait 7697 victimes à travers le monde, pour la plupart dans les pays en voie de développement, Pour l'Américain ou l'Européen moyen, Coca-Cola représente une menace plus mortelle qu'Al-Qaïda. Dès lors, comment les terroristes parviennent-ils à faire les gros titres et à changer la situation politique à travers le monde ? En poussant leurs ennemis à surréagir. Au fond, le terrorisme est un show. Les terroristes montent un terrifiant spectacle de violence qui frappe notre imagination et nous donne un sentiment de régresser dans le chaos du Moyen-Âge. Par voie de conséquence, les États se sentent souvent obligés de réagir au théâtre du terrorisme par étalage de mesures de sécurité, orchestrant l'immense déploiement de forces, allant même jusqu'à persécuter les populations entières, ou envahir d'autres pays. Dans la plupart des cas, cette réaction démesurée au terrorisme menace bien davantage notre sécurité que les terroristes eux-mêmes. Les terroristes sont pareils à une mouche qui essaierait de détruire un magasin de porcelaine. Elle est trop faible pour bouger, ne serait-ce qu'une tasse de thé. Elle trouve un éléphant, se glisse dans son oreille et se met à vrombir. L'éléphant, enrage de peur et de colère, et détruit la cour de la dernière décennie. Et détruit le magasin de porcelaine, pardon. C'est ce qui s'est produit au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie. Les islamistes n'auraient pu renverser Saddam Hussein par eux-mêmes. Ils ont préféré faire enrager les États-Unis grâce aux attentats du 11 septembre et les États-Unis ont détruit la porcelaine du Moyen-Orient à leur place. Et les voici qui prospèrent dans des décombres. Seuls les terroristes sont bien trop faibles pour ramener au Moyen-Âge et restaurer la loi de la jungle. Ils peuvent nous provoquer, mais en fin de compte, tout dépend de nos réactions. Si la loi de la jungle revient en force, ce ne sera pas la faute des terroristes.
Famine, épidémies et guerres continueront probablement à faire des millions de victimes au cours des prochaines décennies. Mais il n'y a pourtant plus de stratégies inévitables qui dépassent l'entendement et échappent au contrôle d'une humanité démonie. Ce sont devenus plutôt des défis surmontables. Cela n'amoindrit pas la souffrance de centaines de millions d'humains frappés par la pauvreté. Des millions touchés chaque année par le paludisme, le sida ou la tuberculose. Ou encore piégés dans de cercles vicieux de la violence en Syrie, au Congo et en Afghanistan. Le message n'est donc pas que la famine, les épidémies et la guerre ont entièrement disparu de la surface de la Terre, et que nous devrions cesser de nous en préoccuper. Bien au contraire. Tout au long de l'histoire, on les avait vus comme des problèmes insolubles, au point d'estimer qu'il ne rimait à rien d'essayer d'y mettre fin. Les gens imploraient Dieu et fit des miracles. Les gens imploraient Dieu qu'il fît des miracles, mais n'essayaient pas sérieusement d'éradiquer eux-mêmes la famine, les épidémies et la guerre. Ceux qui soutiennent le monde de 2016 est aussi affamé. Ceux qui soutiennent que le monde de 2016 est aussi affamé, malade et violent que celui de 1916 perpétuent cette vision défaitiste, séculaire. Ils sous-entendent que les immenses efforts employés par les hommes au cours du XXe siècle n'ont servi à rien et que la recherche médicale, les réformes économiques et les initiatives de paix ont été vaines. En ce cas, à quoi bon investir du temps dans des ressources dans la poursuite de la recherche médicale, de nouvelles réformes économiques et de nouvelles initiatives de paix? Prendre conscience de nos réalisations passées nous adresse un message d'espoir et de responsabilité qui nous encourage à consentir de plus grands efforts à l'avenir. Compte tenu de l'œuvre accomplie au XXe siècle, si les gens continuent à souffrir de la famine, des épidémies et de la guerre, nous ne saurions l'imputer ni à la nature ni à Dieu. Il est à notre portée d'améliorer les choses et de réduire encore l'incidence de la souffrance. Mais à mesurer l'ampleur de nos réalisations est porteur d'un autre message. L'histoire a horreur du vide. Si l'incidence de la famine, des fléaux et de la guerre décroît, quelque chose est voué à prendre leur place dans l'ordre du jour de l'humanité. Nous ferions bien de réfléchir très sérieusement à ce qui va se passer. Sans quoi, nous pourrions obtenir une victoire totale sur le champ de bataille, tout en étant totalement pris au dépourvu sur de tout nouveaux fronts. Qu'est-ce qui remplacera la famine, les épidémies et la guerre au premier rang des priorités humaines au XXIe siècle? Un projet central consistera à protéger l'humanité et la Terre dans son ensemble des projets inhérents à notre puissance. C'est essentiellement grâce à une croissance économique phénoménale qui nous assure une abondance de vivres, de médicaments, d'énergie et de matières premières que nous sommes parvenus à dominer la famine, les épidémies et la guerre. Or, cette même croissance déstabilise l'équilibre écologique de multiples façons, que nous commençons tout juste à explorer. L'humanité a tardé à reconnaître ce danger et jusqu'ici n'a pas fait grand-chose pour le contrer. Malgré tous les discours sur la pollution, le réchauffement mondial et le changement climatique, la plupart des pays n'ont
pas encore consenti des sacrifices économiques ou politiques sérieux pour améliorer la situation. Quand sonne l'heure de choisir entre la croissance économique et la stabilité écologique, responsables politiques, PDG et électeurs préfèrent presque toujours la croissance. Au XXIe siècle, il nous faudra faire mieux pour éviter la catastrophe. À quelle autre fin l'humanité devrait-elle se battre? Devrions-nous nous contenter de faire nos bénédictions, de tenir en respect la famine, les épidémies et la guerre, et de protéger l'équilibre écologique? Cela pourrait être en effet la ligne d'action la plus sage, mais il y a peu de chances que l'humanité la suive. Les êtres humains se satisfont rarement de ce qu'ils sont déjà. La réaction la plus commune de l'esprit humain face au travail accompli n'est pas la satisfaction, mais le toujours plus. Les hommes sont toujours à l'affût de mieux, du plus grand, du plus savoureux. Quand l'humanité possédera d'énormes nouveaux pouvoirs, quand la menace de la famine, des épidémies et de la guerre seront enfin écartées, qu'allons-nous faire de nous? Que feront les chercheurs, les investisseurs, les banquiers, les présidents à longueur de journée? Ils écriront de la poésie? La réussite nourrit l'ambition, et nos réalisations récentes poussent l'humanité à se donner des objectifs encore plus audacieux. Avec les niveaux de prospérité, la santé et l'harmonie sans précédent que nous avons atteints, et compte tenu de notre bilan et de nos valeurs actuelles, l'humanité se fixera probablement comme prochain objectif l'immortalité, le bonheur et la divinité. Après avoir réduit la mortalité liée à la faim, à la maladie et à la violence, nous allons maintenant chercher à triompher de la vieillesse et de la mort elle-même. Après avoir sauvé les gens de la misère profonde, nous allons chercher à les rendre plus heureux, à les rendre vraiment heureux, et ayant sorti l'humanité de la brutalité des luttes pour la survie, nous allons chercher à hisser les hommes au rang de Dieu, à transformer Homo sapiens en Homo Deus. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que je t'ai détendu, j'espère que tu as appris des choses, parce que c'est un livre quand même assez constructif à ce niveau-là. N'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo, c'est très important pour aider la chaîne à monter et à être mieux référencée sur YouTube. Tu peux également mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu voudrais que j'améliore dans les prochaines vidéos, etc. Voilà. Si tu as regardé jusque là, c'est que tu as aimé, je pense. Hein, voilà, n'oublie pas le pouce bleu, et si t'es pas abonné, eh ben abonne-toi évidemment à cette chaîne. Je fais pas que du soft spoken, je fais de l'inaudible, je fais toutes les sortes d'ASMR possibles. Et c'est pour ça que ma chaîne est variée. Donc si tu veux recevoir des vidéos toutes les semaines, abonne-toi. Voilà. Moi j'ai fini pour aujourd'hui. Salut.